Pourquoi est-ce qu'on a plus peur de décevoir les autres que de se trahir soi-même? Pense-y, tu fais beaucoup d'efforts pour soutenir la personne avec qui tu es, tu restes tard pour boucler un dossier pour le boulot, ou tu es capable de tout laisser tomber pour aider un ami dans le besoin. Et parfois, tu le fais au point de t'oublier, voire de te perdre dans des relations toxiques. Et le plus souvent, c'est que tu hésites même pas. Parce que tu veux pas décevoir, tu veux pas laisser tomber qui que ce soit. Mais quand il s'agit de toi, bah là, c'est une autre histoire. Tu laisses ta santé se dégrader, tu restes coincé dans un job que tu détestes, tu repousses le moment où tu vas changer de voie ou de lancer ton projet, tu ignores les petits ajustements dans tes comportements qui pourraient réellement améliorer ta vie. Et c'est quand même étrange, hein. Tu es capable d'être fiable pour les autres, de mobiliser toute la discipline du monde pour ne pas les laisser tomber. Mais quand il s'agit de toi, bah d'un coup, ta parole n'a plus le même poids. Et au lieu d'avancer vers une version plus accomplie de toi-même, tu tombes dans des schémas qui paraissent assez anodins sur le moment, mais qui t'éloignent peu à peu d'un avenir qui pourrait être meilleur. Jusqu'à ce que tu te retrouves à mener une vie de désespoir silencieux, pour reprendre les mots de Thoreau. Et le premier, c'est la procrastination. Tu l'as sûrement déjà remarqué dans ta propre vie. Quand quelqu'un compte sur toi, comme un supérieur qui attend un rapport, un ami qui compte sur ta présence, tu finis toujours par ressentir la pression et tu t'exécutes. Peut-être parfois à la dernière minute, mais au final, tu te délivres. Et en revanche, quand il s'agit de tes propres objectifs, tu sais, ceux qui n'ont pas forcément d'échéance fixe, que personne ne te réclame, alors il n'y a plus d'urgence. Donc, tu repousses encore et encore. Et c'est pour ça que certaines personnes répètent depuis des mois, voire des années, bah, je vais lancer mon entreprise, je vais enfin me remettre au sport. Mais l'action ne vient jamais. Et le piège, il est là. C'est au début, quand tu annonces tes projets à haute voix, tu ressens un petit rush. Tu obtiens une dose de dopamine parce que pendant une seconde, tu as l'impression d'être ambitieux, de bouger vers quelque chose. En réalité, tu ressens une gratification qui n'est pas méritée en te donnant l'illusion d'agir. Et plus tard, tu réalises que tu n'étais pas vraiment engagé. Tu étais simplement attaché au confort que procure le fait d'en parler, sans vraiment passer à l'action. Le deuxième, c'est l'évitement qui est déguisé en faux progrès. Et celui-là, il est particulièrement trompeur. Parce qu'en surface, tu as l'impression d'avancer. Tu recherches, tu prépares, tu accumules des infos, tu investis peut-être même dans des formations. Et à première vue, ça semble productif. Tu peux même te convaincre que tu avances. Mais au fond, tu sais que tu tournes autour du pot, tu tournes autour de l'action réelle au lieu de t'y confronter, parce qu'elle te fait peur. Pense à quelqu'un qui veut créer son entreprise. Plutôt que de tester son produit ou d'oser une première vente inconfortable, il va passer des mois à lire, à recueillir des conseils, à peaufiner son business plan, en se répétant qu'il n'est pas encore prêt. Sauf que tu ne peux jamais tout savoir à l'avance. Et pendant ce temps, les opportunités elles te passent sous le nez. Ou pense à quelqu'un qui prend enfin un abonnement à la salle, il y va quelques fois, il se sent bien à sa décision, et d'un coup, il s'arrête. La carte d'abonnement devient l'accomplissement en soi. C'est une preuve d'une bonne intention qui finit par cacher l'absence de changement réel. Donc le faux progrès est plus rassurant que le vrai. Parce que tant que tu te prépares, tu risques ni l'échec, ni le rejet. Tu as l'impression d'avancer sans jamais vraiment quitter ta zone de confort. Mais plus tu restes dans cette boucle, et plus tu découvres que le filet de sécurité que tu t'es construit est en réalité une cage. Et il y a aussi le fait de rester occupé en permanence. Vu de l'extérieur, ça peut sembler positif. Tu es toujours disponible, toujours là à aider, toujours à dire oui. Ton agenda est plein, ta to-do list est infinie et on te voit comme quelqu'un de fiable. Et sur le moment, ça fait du bien. Tu es productif, tu es utile, reconnu. Mais la vérité, c'est que cette hyperactivité, c'est souvent une autre forme d'évitement. Parce qu'il est plus facile de répondre à des mails toute la journée que de s'attaquer aux vrais projets de reconversion que tu repousses. C'est plus facile de rester plus tard au bureau à aider tout le monde que d'admettre que tu négliges ta santé. Et le vrai danger, c'est que le monde récompense cette agitation. Les gens te remercient d'être toujours là. Et petit à petit, tu finis par croire que cette activité est la preuve que tu avances. Mais au fond, tu sais que tu as rempli ta vie de tâches sans y mettre du sens. Et plus tu confonds être occupé avec avancer vraiment, plus tu restes coincé exactement là où tu es. Et peu importe le schéma dans lequel tu tombes, le résultat est toujours le même. Tu choisis le confort à court terme au détriment de ce que tu dis vouloir sur le long terme. Et ça donne l'impression que tu
tu ne le veux qu'à moitié. Mais sur le moment, ça ressemble à un soulagement. Tu n'as pas à affronter l'inconfort, tu n'as pas à te sentir perdu, tu n'as pas à risquer d'échouer. Mais après coup, il reste toujours un poids un peu silencieux, cette culpabilité discrète, cette petite voix qui te dit que ta volonté n'était pas assez forte. Et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils pensent que le problème, c'est leur discipline ou leur motivation ou une supposée faiblesse de caractère. Mais si ce n'était pas le cas, et si le vrai blocage n'était pas un manque de volonté, mais quelque chose de plus profond, ancré dans ta manière d'être, avec des racines psychologiques et même des réactions qui sont physiologiques en soi. En réalité, beaucoup de choses se jouent dans la manière dont ton cerveau et ton corps réagissent face à l'inconfort. Ou bien, admettons que tu penses aller à la salle ou que tu aimerais aller au sport, et là, tu as une petite voix qui te souffle. Non, finalement, pas aujourd'hui, j'irai demain. Bah, ce qui se passe dans ces moments, c'est que ton esprit perçoit une menace. Et c'est pas une menace physique, mais c'est une menace pour ton confort émotionnel ou ton intégrité. Et c'est là que ton corps bascule dans une réponse qu'on appelle la réponse fight or flight. C'est la réponse combat-fuite. Et là, c'est subtil. Quand tu choisis l'option de fuir, quand tu repousses la tâche, que tu prends ton téléphone et que tu te distrais avec quelque chose de plus facile, bah ton cerveau, il te récompense. Tu ressens une vague de soulagement. Et cette sensation, c'est une montée de dopamine. Parce que peu importe que tu aies évité quelque chose d'important, ton cerveau enregistre cette fuite comme une petite victoire. Et plus tu le fais, plus cette boucle devient puissante. Et Warren Buffett a dit Les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être ressenties jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes pour être brisées. Et je le vois tout le temps. Je vois des schémas d'habitude chez les gens qui sont autodestructeurs quand ils ont 50 ou 60 ans et ils ne peuvent vraiment pas les changer. À chaque fois que tu choisis l'évitement, tu envoies aussi un message à toi-même. Je ne suis pas capable de gérer ça. J'ai besoin d'une porte de sortie. À l'inverse, quand tu affrontes l'inconfort et que tu avances malgré tout et que tu vas faire ce workout alors que tu n'en avais pas envie ou que tu poses la première pierre d'un projet que tu fuyais, tu renforces ta confiance en toi. Tu dis à ton cerveau, bah, je peux faire en fait des choses difficiles. Je peux compter sur moi. Et c'est là que tout se joue. Et si tu choisis toujours le soulagement, tu renforces l'évitement et tu affaiblis ta résilience. Si tu choisis de rester présent dans l'inconfort, même à petite dose, hein, tu développes ta capacité d'action et ta confiance en toi. Et donc, ce n'est pas une question de volonté qui est héroïque, hein. C'est une question de comprendre comment ton système fonctionne et de réaliser que plus ces schémas tournent en arrière-plan, plus ils façonnent inconsciemment et silencieusement l'histoire que tu te racontes sur toi, sur qui tu es et sur de quoi tu es capable. Et le plus insidieux, c'est que tu peux vivre avec ces schémas pendant des années sans même en avoir conscience. Parce qu'ils tournent en mode automatique. Tu évites, tu te distrais, tu repousses, et ça finit par devenir ta manière d'être. Mais dès que tu commences à reconnaître cette procrastination, ce faux progrès, cette agitation permanente, cette façon que tu as de t'anesthésier émotionnellement, ben, ils arrêtent d'être inconscients. Et à partir de ce moment-là, chaque fois que tu retombes dedans, ben, c'est plus juste une habitude, ça devient un choix. Et c'est là que la blessure devient un peu plus profonde. Parce qu'une fois que tu sais, mais que tu choisis quand même l'évitement, tu ne repousses plus simplement une tâche, tu finis par te trahir. Tu renforces l'idée que tu n'es pas digne de confiance, que ta propre parole ne compte pas. Et plus tu répètes ce scénario, plus il grignote ta confiance et ton potentiel réel. Et bien sûr, tu ne choisis pas toujours tes circonstances. La vie t'impose parfois des choses que tu ne contrôles pas, et tu ressens des émotions que tu ne comprends pas toujours sur le moment. Mais tu peux toujours choisir ta réponse. Et si tu choisis consciemment la fuite, en sachant exactement ce que tu fais, alors tu marches droit dans l'autosabotage. Et ces choix, aussi douloureux soient-ils, sont souvent enracinés bien plus profondément que dans la paresse. Parce que chez beaucoup, tout commence par une forme d'impuissance apprise. Alors peut-être qu'enfant, tu n'avais pas vraiment le droit de faire des choix. Peut-être que chaque tentative d'autonomie a été écartée par les adultes. Parfois, on t'a ignoré. D'autres fois, on t'a tellement surprotégé et couvé. Tu n'as jamais eu l'occasion de te tester, de te tromper, d'essayer vraiment. Et donc le message implicite qu'on t'a répété encore et encore, c'était « tu n'es pas capable, on s'en charge ». Et avec le temps, tu l'as intégré. Tu t'es mis à douter de ta voix, à attendre la permission, à croire que tes efforts comptent moins. Il y a aussi la manière avec laquelle on t'a appris à considérer ta propre parole. Dans beaucoup de foyers, les messages sont clairs.
Les devoirs de l'école passent avant. Les corvées sont prioritaires. Les besoins des autres, de tes frères, tes sœurs ou tes parents sont plus importants. On t'a appris en silence à négliger ton monde intérieur, à croire que ce que tu veux peut attendre, ou que toi, en fait, tu peux attendre. Alors aujourd'hui, forcément, quand tu ne tiens pas tes promesses envers toi-même, ça te semble pas étrange, c'est juste familier. Et puis il y a ce schéma plus subtil, mais qui est ravageur, celui de se sentir indigne ou pas assez. Si enfant, tu n'étais remarqué ou aimé que quand tu réussissais, que quand tu rapportais des bonnes notes ou que tu faisais briller les autres, tu as fini par confondre l'amour qu'on te porte et la performance. Tu as absorbé l'idée que ta valeur dépendait de ce que tu produis, de ce que tu accomplis. Et une fois adulte, tu t'appliques la même logique. Tu crois que tu dois mériter ton propre respect en faisant toujours passer les attentes des autres avant les tiennes. Tu finis par te convaincre que prendre soin de soi ou investir dans ses projets, c'est un luxe que tu n'as pas encore gagné. Et tout ça, ça a des conséquences énormes. C'est pas juste une question de fatigue ou de distraction. C'est une question de confiance en soi qui s'est érodée. Tu finis par viser plus petit, par te raconter des histoires plus étroites, par t'accrocher à un boulot que tu détestes, à une relation qui t'éteint, à des habitudes qui ne te ressemblent pas. Et le prix, il n'est pas payé que par toi, mais aussi par ton partenaire, par tes enfants, par ta famille, qui ressentent aussi les effets de cette usure que tu portes en silence. Ils en subissent les conséquences quand tu t'épuises, quand tu vieillis trop vite, quand tu t'effondres. Et c'est pour ça que le respect de soi, il n'a rien d'égoïste. Il ne s'agit pas d'être parfait, hein. Il s'agit de refuser de répéter le scénario qu'on t'a légué. De décider que ta parole envers toi-même, elle compte en fait. Et de comprendre que la meilleure façon de continuer à être présent pour les autres, c'est de commencer par être présent pour toi-même. Bien, tu t'es reconnu un petit peu là-dedans? Si c'est le cas, n'hésite pas à me partager ce que tu traverses. Et si ce que tu viens d'entendre t'a vraiment parlé, sache que je publierai d'autres réflexions dans le même esprit. Donc pense à t'abonner pour qu'on puisse se retrouver très bientôt.